Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Grand Angle. Ravi de vous retrouver ce soir. Mesdames, Messieurs, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve chaque semaine pour ce passionnant voyage dans le passé. Qui a dit que l'homme est capable du meilleur comme du pire? Mais c'est vraiment dans le pire qu'il est meilleur. Point de citation. Grégoire Lacroix. Nous sommes dans la deuxième et dernière partie de notre émission sur la signature du protocole de Brazzaville. Et c'est avec un grand plaisir que nous retrouvons encore M. Pierre Oba, notre invité. Solo mikanda misinami esili na Brazzaville oliboso lia mokambi comité central Denis Sassou Nguesso mokambi révolution congolaise kombo ya Denis Sassou Nguesso pe kombo ya Congo e komami esili na mikanda soki na mobunkoto kama libwa tukumine na mineyi mbela ya Brazzaville e salemaki na général de Gaulle na Brazzaville mokolo moi lelo mikanda misinami na Croker, na Pigbota, na Ricardo, na Ndalu, pe Kombo, ya Denis Sassou Nguesso, pe ya Congo, e kotangama seko po ekopesa nzela na Dipanda, na Namibi, pe ekolendisa bokimia o ngele ya Angola. Mikanda misinami na sima Chester Croker, akendaki kopesa mikanda miango na moninga Denis Sassou Nguesso mokambi comité central pe na sima tolandaki likanisi lia Chester Croker ayebisi ete central. Sima tolandaki makanisi ma Pigbota ministre ya Afrika yangele yepe akumisaki Bwanya Bomoninga Denis Sassou Nguesso mokambi comité central pe Pik Bota yemei ayebisi na balobama ye te o Afrika yangele bakosala manso pona kosukisa eloko babengi discrimination raciale balingi ete mondele na moyindo bazala esika moko pe Afrika yangele bakosala nyonso po na kozala oteyi ya bandekwa bango ba Afrika na sima tolandaki makanisi ma Antonio França Ndalou wa Angola yepe akumisaki bomoto wa Denis Sassou Nguesso maloba mapesa makipe na Ricardo Alarcon wa Ekolo Kuba na sima toyokaki Adam Michin okombo ya URSS toyokaki pe Atisari Thomas ya Dekeya Yohana azalaki Thomas ya ONU pona manso matali Namibi pe maloba masuka mapesa maki na wabiso ministre Antoine Ndinga Oba akumisaki Chester Croker akumisaki Thomas babikolo bisusu bisato pe akumisaki Denis Sassou Nguesso pona nyonso asali po na kopesa nzela ya Dipanda ya Namibi pe pona kolendisa bokimia o ngele ya Angola mokambi comité central atiki esili palais du peuple batoma babikolo bineyi batiki esili pe palais du peuple. Alors, dans cette affaire, le président Denis Sassou Nguesso est le maître du jeu. Si j'ai bien compris la trame de votre livre. De mon point de vue. Voilà, c'est le maître du jeu. C'est le personnage central. Il a le rôle central dans cette affaire. Alors, décrivez-moi point par point son rôle à lui en ce moment-là. Parce que c'est lui qui était à la manœuvre. Oui, oui, d'accord. Il faut restituer les choses. Comment le président Sassou est arrivé à gérer ce dossier? Il n'a pas demandé à quelqu'un. Il n'a pas fait une démarche diplomatique quelconque pour qu'il soit désigné. Le président Denis Sassou Nguesso a reçu une délégation française de haut rang, conduite à l'époque par Jacques Foccart. Monsieur Jacques Foccart, que j'ai bien connu, qui est venu avec d'autres personnalités françaises, dont M. Jean-Yves Olivier. Et ils sont venus porteurs du message du Premier ministre Jacques Chirac, à l'époque Premier ministre de la
la cohabitation. Oui, la cohabitation. Oui. Voilà. Et ce message transmettait au président Sassou un message du président Bush père qui s'était confié à lui et des bribes que nous avons pu entendre, hein, parce que, bon, Foccart, c'était une personnalité très secrète, donc il ne se livrait pas comme ça, mais de ce que j'ai pu retenir, c'est que monsieur le président Bush lui avait dit, au cours d'un séjour à Washington, que la situation de l'Afrique australe devenait invivable aux États-Unis. Et qu'il avait déjà essayé plusieurs démarches à travers différents chefs d'État africains qui n'ont pas donné grand-chose. Alors, vous qui connaissez bien l'Afrique et qui avez plein d'amis là-bas, est-ce que vous pouvez me conseiller quelqu'un qui a des atouts pour nous aider à finir avec cette situation qui nous coûte très cher? Et que vous savez qu'ici aux États-Unis, comme on aime des guerres propres, quand un soldat américain tombe là-bas, c'est la catastrophe ici. Alors, tout cela mis côte à côte, ça nous coûte énormément cher et nous voulons trouver une issue pour régler cette situation. Le contexte mondial s'y prête et puis même l'état d'esprit des Sud-Africains, même de quelques personnalités sud-africaines, est favorable à la résolution de ce problème. Et nous avons pris des engagements depuis New York jusqu'à Moscou, un peu partout sur la question de l'Afrique australe. Je crois que si vous me trouvez quelqu'un qui peut nous accompagner dans cet exercice, un Africain, vraiment vous m'aurez rendu un service énorme. C'est sur le champ que le président Chirac lui dira, Premier ministre à cette époque, lui dira, bon, écoutez, j'ai un jeune ami, c'est mon ami, il est président de la République populaire du Congo. Il dit, la République populaire du Congo, oui. Ah. Et puis il a réfléchi, comme pour dire, il essayait de situer. Oui, parce que c'est américain. Bon, oui. Le président Chirac lui dit, non, mais c'est en Afrique centrale, c'est un pays voisin du Zaïre. Il dit, ah oui, ah bon, ah, mais alors, il peut nous aider? Il dit oui, parce que lui, dans un dossier comme ça, il a d'excellentes relations avec les soviétiques. Il est en harmonie parfaite avec les Angolais, avec les Cubains, avec les Namibiens, et tel que je le connais, il a des capacités pour percer même en Afrique du Sud, se faire entendre. Et puis en ce moment, il est président en exercice de l'OUA à l'époque. Donc, vraiment, c'est un jeune, mais je lui reconnais des capacités. Mais le président Bush dit, mais aidez-moi à le rencontrer. Et c'est comme ça, c'est ce qui explique la mission conduite par Jacques Foccart. Et je crois qu'il y avait Michel Roussin, qui était un proche collaborateur aussi de Jacques Chirac. Et puis d'autres personnalités des services spéciaux français qui étaient là-bas. Donc, c'est comme ça que le message parvient au président. Et séance tenante, le président me fait venir. Et quand j'arrive, je rentre dans la salle où il est recevait. Il dit, ah, Jacques, voici mon homme dans cette affaire. Pour le moment, j'en fais une affaire de sécurité et pas encore une affaire diplomatique. Il est mon conseiller spécial à la sécurité. Il s'occupe de ma sécurité personnelle. C'est mon proche collaborateur. Je lui confie ce dossier. Mais attention, là où vous l'amènerez, il faut qu'il revienne. Alors, est-ce que vous pouvez le mettre dans le bain? C'est comme ça que
M. Focard fait une synthèse du message et nous convenons sur le champ que le lendemain matin, nous devrions commencer le travail et on devait donc aller à Paris parce qu'ils avaient leur jet privé. Et nous sommes donc partis. Et c'est comme ça que le président s'est engagé dans cette aventure, dans cette excellente aventure, noble. Et nous nous retrouvons donc à Paris, on fait notre ordre de bataille. Et 2 jours après, nous voici à New York, où nous sommes allés rencontrer Chester Crocker et Herman Cohen pour commencer à mettre en place le dispositif opérationnel de cette manœuvre. Et de là-bas, nous sommes allés au Portugal. On a rencontré les autorités portugaises là-bas, le docteur Gomes, qui était à cette époque conseiller diplomatique du Premier ministre portugais, avec qui nous avons travaillé, c'est la puissance colonisatrice de l'Angola. Ouais. Et nous sommes revenus à Paris, moi je suis rentré à Brazzaville, et avec Jean-Yves, on s'est organisé, Olivier, et nous sommes partis voir l'autre partie sud-africaine. Nous sommes arrivés donc là-bas, et ensuite je suis allé seul en Angola, en parler avec les camarades angolais, et bon, on a planté donc les jalons de l'opération, et puis bon. Vous avez demandé que je parle un peu du rôle du président, mais c'est tellement vaste. Vous avez trouvé même le qualificatif vous-même, un rôle déterminant. Un rôle déterminant. Parce que ce n'était pas facile. C'était pas facile de réussir le tout premier contact face à face, physique, entre les Angolais et les Sud-Africains, d'un côté. Ensuite, les Cubains et les Sud-Africains ensemble, ici à Brazzaville. Ils étaient ennemis. Ben, ils n'étaient pas adversaires. Ils étaient ennemis. Ce n'était pas encore fini sur le terrain. Oui. Il y avait encore des combats, des escarmouches dans le sud de l'Angola, là-bas. Et donc, tout ça se déroulait, c'était très précaire. Très précaire, mais chaque fois qu'on a eu un incident, parce qu'il suffisait d'un moindre truc, même un tout petit écart de langage, d'un côté comme de l'autre. Les Sud-Africains, très susceptibles, les camarades angolais et les camarades cubains, encore plus susceptibles. Les Angolais, les Cubains nous rappelaient sans arrêt qu'ils avaient quand même perdu plein d'1 million de personnes là-bas, à Quito Carnavalet. Et donc, ce n'était pas une question qu'il fallait traiter. C'était très susceptible. Mais chaque fois, le président a réussi. Même une fois, les Angolais, les Cubains ont quitté Brazzaville, ils sont repartis. Le président m'a dit non, il faut aller les récupérer. Vas-y. Et il m'a envoyé porteur de message auprès du président Dos Santos. J'ai expliqué et puis il nous a reçus. Ils étaient là encore, heureusement. Il nous a reçus toutes les parties, y compris le chef de la délégation angolaise, le camarade Ndalou, à l'époque. Et bon, on a réussi à revenir et on a repris les travaux. C'était très, très délicat. Il a fallu beaucoup de doigté, beaucoup de discernement, beaucoup de patience. De toute façon, tous les orateurs qui ont intervenu le jour de la signature, la cérémonie de signature, ont noté ce fait. La patience et le discernement, l'intelligence avec laquelle le président a conduit ce dossier ont permis l'aboutissement de ce que mon ami Jean-Yves Olivier a appelé le complot pour la paix. Et donc, le protocole de Brazzaville.
le rôle du président est tellement vaste que si je me mets à citer des exemples et commenter ne fût-ce que deux, ça va prendre l'ensemble de l'émission. Bon, prenons un exemple. Deux, c'est peut-être trop, mais un exemple. Voilà. On s'en contentera. Bon, nous sommes à quelques heures de la signature pour dire que le processus on voyait déjà le bout du tunnel. On est à quelques heures, le matin de la signature du protocole de Brazzaville. Donc le 13 décembre. Le 13, voilà, je n'ai pas la mémoire le 13 de date. décembre. Bon, vous, heureusement, le 13 décembre. Oui. Le ministre Pic Bota me fait venir. Ils étaient logés au Mbamou Palace à l'époque. Il me fait venir à 8 heures. Il dit, colonel, nous sommes obligés d'aller à Kinshasa. Le président Mobutu nous appelle. Je dis, mais on va signer tout à l'heure. Comment vous allez encore à Kinshasa à l'appel du président Mobutu? Il dit, oui. Il nous a demandé d'aller le voir. Et puis, le président Peter Botha nous a dit forcément d'aller le voir. Donc, nous traversons, comme la signature est prévue à 16 heures. Bon, mais nous ferons tout pour revenir avant. Bon. Je suis allé, j'avoue que je voyais comme quelque chose de bizarre derrière cette démarche. Je suis allé. Bon, je dis, bon, écoutez, moi, je n'ai pas la force de vous retenir. Vous pouvez aller, mais moi, je vous attends. Nous mettons le dispositif en place pour la signature à 16 heures. Je suis allé rendre compte au président. Le président, lui aussi, ne comprenait pas. Il dit, ah bon, c'est le président, vous jouez, oui. Bon, je signale que tout au long de ça, nous avons été presque assiégés. Vous connaissez le ministre Aké, le ministre ivoirien des Affaires étrangères. Durant toutes les négociations de Brazzaville, M. Aké s'était installé à l'hôtel Marina ici à Brazzaville. Presque, je peux dire, parce que les règles diplomatiques n'étaient pas respectées là, puisque il est venu comme ça, comme un touriste, et puis s'est installé au Marina pour suivre le déroulement de ces négociations. Et il était pour, contre? Je ne sais pas. Enfin, c'était un observateur libre. Un observateur libre, mais intéressé. Intéressé parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire a essayé de jouer un rôle aussi. Quand le président Bush parlait des autres chefs d'État africains, parmi lesquels il y avait le président Houphouët-Boigny, en très bonne place d'ailleurs. Mais lui, évidemment, comme il avait aussi des bonnes relations avec Savimbi, ce n'était pas aisé pour lui. Savimbi vivait presque là-bas, et puis bon, les Angolais le savaient, donc ce n'était pas très facile pour lui. Et ce qui se faisait ici, ça apparaissait comme si on volait la vedette aux vieux, aux anciens. Bon, je ne parle pas du président Mobutu, que je respecte beaucoup, dont je respecte énormément la mémoire. Un grand homme. Et bon, chacun d'eux a joué un rôle à un moment donné. Si bien que... Trouble ou... Non, dans notre opération, là, c'était... je ne veux pas employer ce mot, mais enfin, comprenez seulement. Ce n'était pas pour nous encourager. Ok, d'accord. Ce n'était pas pour souhaiter le succès. Absolument. Alors, bon, donc le président me dit, bon, mais écoute, mais essaie de suivre, mais les camarades angolais sont là. Je dis, oui, ils sont là. Ils disent, bon, mais il faut aller en parler déjà avec eux, parce que je ne vois pas ce que sera le retour de nos amis qui vont à Kinshasa. Ils sont revenus vers 15 heures. J'ai dit, bon, on va aller au palais. Ils ont dit, non, non, le président Botha nous demande de rentrer. Nous devons aller voir d'abord quelques points de cet accord, de ce document avec lui. Et puis, bon, on va voir. Pathétique. Bon, ils sont partis. Nous sommes restés ici.
Bon. J'ai discuté avec les Angolais et les Cubains. Bon. Et le représentant de Chester Croker qui était là, Herman Cohen, et bon. Les Angolais et les Cubains ont dit, bon, mais comme ils sont partis, nous aussi, on repart d'abord chez nous. Hein. Bon, parce que ce texte-là aussi, nous, on avait quelques points qui méritaient encore aussi d'être revus. Bon, donc pour nous, c'était le boycott. Mais le président est resté impassible, il est resté confiant. Il a dit, bon, écoute, ce n'est pas de notre fait. Donc ceux qui ont pris cette décision, ils en répondront. Parce que maintenant que l'affaire est connue du monde entier, celui qui prendra la responsabilité de faire capoter ça, bon, ce sera libre à lui. Mais nous, donc, observons seulement. Donc, vous voyez, pendant que le ministre Ndinga Oba, ministre des Affaires étrangères, et Antoine, comme j'aimais à l'appeler, Ouais, pendant que lui, Ikwebe, le ministre Ikwebe, qui était conseiller, directeur de cabinet du président à l'époque, pendant que nous, on paniquait, le président est resté serein. Il est resté serein. Mais nous, pour nous, c'était vraiment la catastrophe. On n'osait même pas se regarder. On était, vous voyez, on est parti de... Pour moi, cette opération, cette affaire, je l'ai commencé en 1984. Ah ouais. 84, d'abord dans les purs secrets. Et puis, bon, on a fait tout ce bout de chemin pour que, à quelques heures de l'aboutissement, que l'on vive cette situation. C'était la catastrophe. Bon, les uns les autres sont partis. Et je crois 4 jours après, à 2 heures du matin, mon téléphone sonne quand je prends, c'est Pic Bota, dans son français bizarre. Colonel, je dis, mais c'est qui? Il dit, ministre Pic. Et je dis, oh, monsieur le ministre, mes respects. Bon, nous vient. Je dis, ah bon? Vous vient où? Il dit, mais nous vient à Brazzaville. Je dis, ah bon? Aujourd'hui, il dit oui. Nous vient à 6 heures, 9 heures, Brazzaville. C'est vrai, oui. Nous vient signer. Je dis, ah bon? Bon, mais d'accord, mais bon voyage, bon vol. Je suis allé réveiller le président. Je dis, ah, mais quand le président, mais Pic Bota vient de m'appeler là, il dit qu'ils arrivent. Il dit, comment ça? J'ai dit non. Il dit non, Pierre. J'ai dit non, quand président. Et ils arrivent, il m'a dit qu'ils vont arriver ici entre 9h et 9h30. Là, maintenant, il a ajouté, nous, on vient pour signer. En fait, dans son français. Il dit, oh, bah, mais alors, mais va réveiller Antoine, c'est-à-dire le ministre de Gaoba, oui. Prenez l'ambassadeur d'Angola et l'ambassadeur du Congo, parce que l'ambassadeur Kondo était à Brazzaville. Oui. Il était notre ambassadeur à Luanda à l'époque. Il séjournait à Brazzaville. Il dit, bon, prenez-le, mais allez en parler aux Angolais, hein, essayez de retrouver tout le monde, et puis bon, ben, si ils arrivent à 9h30, si vous pouvez revenir vers midi, ce serait une bonne chose. Va réveiller les gens de l'INA Congo qui vous trouvent rapidement un avion. J'ai fait donc tout ça, et à 6 heures, nous avons décollé. On est arrivé à Luanda. L'ambassadeur angolais allait prendre des contacts là-bas. Et le président de Santos nous a reçus un peu avant 8 heures. On lui a rendu compte. Et puis il a dit, ah bon? Mais c'est une bonne nouvelle, non? Oui, j'ai dit, mais quand même, président, donc il faut qu'on rattrape les camarades cubains et puis vous reconstituez votre délégation ici qu'on reparte. Enfin, j'étais avec, il y a Antoine, chef de délégation, ben, on a parlé. Et puis, comme il était avec le ministre Van Dounem, qui lui aussi de temps en temps venait comme chef de délégation dans ces négociations, mais à la signature c'était Ndalou, mais Van Dounem a géré tout au long les négociations.
Il a dit, bon, est-ce qu'on peut rattraper les Cubains? Il dit, non, mais ils sont encore là. Ah bon, mais alors, prenez-les, trouvez un avion et vous repartez à Brazzaville. Et c'est comme ça qu'on est revenu. Euh, je ne prends que euh, cet exemple parmi tant d'autres. Parce que là aussi, pour nous, bon, il fallait arrêter, quoi, parce que c'était trop. Euh, ce comportement, et donc, bon, ça c'était pratiquement un incident, mais lui, il est resté serein, Lui, le président. le président, Oui. il est resté serein, et nous a même prodigué des conseils pour la suite. Que calmez-vous. Calmez-vous, bon, surtout quand je lui ai annoncé qu'ils vont arriver. Et puis après, toutes les délégations se sont retrouvées là. Et à partir de ce moment, il avait exigé que euh, le compte rendu lui soit fait presque à l'heure. Qu'il ne pouvait plus attendre le lendemain ou bien la nuit. Non, non, non. Toutes les heures, euh, l'un d'entre nous devait lui rendre compte parce qu'il fallait qu'il veille sur chaque détail, chaque élément. Et, et comment il a pu, une fois, rattraper les Sud-Africains, là où c'était plus compliqué, parce que au moins à 7 reprises, les Sud-Africains aussi ont manifesté un coup de tête. Ils ont décidé de rompre et de partir. Mais, le président a réussi à leur rappeler un certain nombre de valeurs, un certain nombre de choses, et tout, le niveau atteint, et tout, etc. Et puis il les a ramenés à la table de négociation. Là où nous, on avait pratiquement échoué. Et ce n'est pas de petites choses. Bon, évidemment, quand on parle de ça comme ça, vous ne voyez pas Non, ça paraît anodin. l'image. Oui, oui. Mais avoir vécu ça, c'est même difficile à restituer parce que c'était vraiment des coups de maître. Les téléspectateurs demandent un deuxième exemple. Ah bon? Oui. Toujours dans cette histoire. Oui, mais on est dans cette histoire. Voilà. Alors, deuxième exemple. Je pense que ce que j'ai raconté à travers cet exemple-là englobe presque l'ensemble des exemples. Parce que ce n'était pas des choses nouvelles, hein, chaque fois qu'on arrivait à un incident où il fallait absolument faire recours au président. Et c'était, comme je l'ai dit tantôt, c'est même parfois un petit mot, la susceptibilité qui entourait cette épreuve, cette situation, euh, était telle que, à certains moments, à plusieurs occasions, il n'y a que le président qui a réussi à ramener les choses. Vous savez, le ministre Ndinga Oba, c'était un fin négociateur, un sage. Nous-mêmes, dans les problèmes de chez nous ici, quand on avait quelques frictions, lui, il était l'un de nos principaux sages. Hein, mais il y a des fois où on était tous un peu dépassés et on partait réveiller le président. Mais les exemples sont nombreux. Peut-être qu'il faut vous contenter de celui-là. D'accord. Alors, nous sommes à la signature. Décrivez-nous un peu l'ambiance à la signature. Je dois avouer une petite faiblesse. Ah, Le matin de la signature, euh, il y a eu un petit incident presque public entre le ministre Ndinga Oba et le ministre Ikwebe ah, dans les, euh, dans le hall de l'hôtel Babou Palace. Je les ai trouvés presque fâchés l'un à l'égard de l'autre. Bon, et puis le calme est revenu. Mais c'était un peu, bon, ça a un peu glacé. Si bien que à la cérémonie de signature, je n'y étais pas. J'ai participé aux préparatifs, on a dressé la salle, on a tout mis en place, mais
au moment M, je n'étais pas là. Ah bon. J'étais pas là parce que bon, j'étais un peu Dépassé. découragé. Hein, bon, non, c'est pas un bon mot. Et ça m'a un peu mal marqué, cette petite dispute là. Je ne donnerai pas les détails. Et je ne suis pas venu là. C'est quand on a signé et quand le président a offert le pot dans les jardins euh, à la faveur de cet événement, que Pic Bota remarque que je n'étais pas là. Et il a posé la question au président. Mais je ne vois pas le colonel Oba. Le président dit, ah oui, mais c'est vrai. Mais, et puis il a fait signe à Okwere, hein, de Dieu est son âme. Il dit, mais où est Pierre? Et Okwere a cherché partout. Bon, comme j'habitais non loin de l'autre côté de boulevard de Sassou Nguesso actuel, Okwere est venu à la maison, il m'a trouvé là, il dit, ben, enfin, mais comment on te cherche là-bas? Je dis, mais on a signé, il dit, oui, oui. Je dis, ben, qu'est-ce qu'il y a quoi? Il dit, non, 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 le président demande que tu viennes. Bon, je bricole une cravate et puis bon, je me retrouve là-bas et puis bon, c'était pratiquement vers la fin. Mais l'ambiance, c'est celle que vous voyez Dans le dans film, la hein. partie du film qu'on a vu là, c'était une ambiance comment dire, des grands jours, des grands événements. Parce que ça n'était un. On a réuni quand même Voilà. les représentants des principales puissances du monde. Absolument, Il y avait oui. les Russes, Les soviétiques à l'époque, il y avait les Américains, les Cubains, les Français, il y avait les Portugais qui étaient là, mais qui n'apparaissaient pas trop. Il y avait, bon, les Sud-Africains eux-mêmes, les Angolais et tout. Donc on a réuni vraiment, il y avait les Nations Unies, le représentant Absolument. personnel du secrétaire Secrétaire général des général. Nations Unies. Il y a, donc, et puis toute la presse internationale, c'était vraiment l'ambiance des grands jours. Et je crois que l'événement méritait que ce soit cette ambiance-là, de gens qui étaient pressés de voir l'aboutissement de ce long processus qui sanctionnait quand même un complot, mais un complot noble. Absolument. Et si c'était à refaire? Les étudiants de 25 ans devant lesquels j'avais parlé, parce que je leur ai parlé du côté risque de ces missions. Moi-même, j'avais quoi La trentaine? Non, oh là là. En 84, j'avais 31 ans. Oui, la trentaine. Voilà. Hein? Vous étiez jeune. Voilà, en 84. Bon. Et ils m'ont dit, ma fin, monsieur le ministre, mais bon, vraiment, nous là, on a 25 ans, vous aviez 31 ans, c'était l'époque. pas Il y loin avait de pas, nous. oui, absolument. Mais si on vous demande de refaire ça, je leur ai dit, mais écoutez, d'abord, vous et nous, on est plus semblables. Maintenant, vous avez de très mauvaises habitudes si je prends seulement la consommation. Nous, à votre âge-là, on ne faisait pas ce que vous faites. Parce qu'il faut commencer, il faut beaucoup de sérénité et puis pour affronter tout ça. Mais lorsque vous remettez la sérénité en cause du fait de certaines consommations, comme c'est toujours déconseillé, ben ça peut ne pas vous permettre d'affronter des situations de ce genre. Mais toujours est-il que aujourd'hui, je suis un peu plus mature, je suis plus mûr. Et puis, vous savez que je suis soldat. Donc, un ordre du président, même si, comme nous disons dans notre jargon, même s'il n'est pas bon, j'ai l'obligation d'abord de l'exécuter. Avant de lui faire savoir que moi, comme président,
Là, c'était un ordre, c'est vrai, bon, j'ai fait, mais je pense que... Mais il faut d'abord que j'exécute. Donc, et puis, c'était tellement exaltant. Moi-même, ça m'a beaucoup formé, cette, cette mission-là. Si c'était à refaire, je le referais avec le même engouement, la même volonté, et certainement... Avec moins d'énergie quand même. Parce que, bon. Ah, mais bon, non, quand même, bon, en fait, je peux encore me défendre, même aujourd'hui. Hein. Même aujourd'hui, je peux encore me défendre. Ne nous trompons pas. non. Donc, Non, je vous fais confiance. voilà, si c'était à refaire, je le referais avec le même engouement. Une victoire congolaise méconnue. C'est le sous-titre de votre livre, Monsieur Pierre Oba. Est-ce qu'à travers vos explications, vous êtes sûr d'avoir touché le maximum de Congolais aujourd'hui? Ou tout au moins ce soir? Je voudrais l'espérer. Je voudrais l'espérer parce que euh, euh, ceux qui ont écouté les Chester Crocker, qui ont écouté les Pic Bota, qui ont écouté l'Indalou, Oui, parce qu'ils ont écrit de leur et côté les aussi. Ricardo, qui ont écrit, mais qui ont fait des déclarations le jour-là Oui, absolument. de la signature. On a vu, oui, Euh, tout à l'heure. Ils ont reconnu certaines valeurs en notre pays, mais surtout à notre président. Ils l'ont rendu complètement le héros de cette situation. Même si nous-mêmes ici dans le pays, ça passe comme un peu inaperçu. Et je dois souligner que durant, si je prends le jargon militaire, durant toute cette manœuvre, j'ai fait, je ne peux plus compter le nombre de voyages en jet privé. Et tout cela, le président n'a jamais eu recours aux gens qui lui ont demandé ce service, n'a jamais demandé quoi que ce soit. Et il l'a fait parce que c'était notre façon de nous impliquer dans la lutte contre l'apartheid. C'était Pour sans l'éradication de l'apartheid. C'était la contrepartie. C'était l'expression de notre engagement à éradiquer ce fléau. Absolument, parce que lui... Donc, si les Congolais, à la lumière de ce que j'ai un peu modestement dit, ne reconnaissent pas ce que leur pays a fait pour l'humanité. J'étais aux États-Unis. Les Nations Unies avaient invité le président à l'occasion du 25e anniversaire du protocole de Brazzaville pour aller expliquer ce que vous me faites faire, là, plancher, comme vous me le demandez là. Le président n'étant pas disponible m'a désigné pour aller le représenter et accomplir cette tâche. J'ai donné, je crois, en présence de mon ami Jean-Yves, 2 conférences aux Nations Unies. Et il y a une vieille femme qui était dans la salle, très vieille. Je crois qu'à l'époque, je pouvais lui donner 80 ans. Elle était là. Elle a demandé la parole. Elle a dit, mais, Monsieur le ministre, je vous ai écouté attentivement. J'ai même les larmes aux yeux. Ce que le président Sassou a fait pour vaincre l'apartheid en Afrique du Sud, pourquoi ne s'implique-t-il pas pour éradiquer le sionisme en Palestine? Pourquoi ne mettons pas fin à la politique sioniste d'Israël contre le peuple palestinien? Je dis, mais madame, vraiment, bon, votre question est pertinente, mais vous savez que le président Sassou n'a pas demandé ça. Il n'a pas passé un concours pour être le meilleur et aller accomplir cette mission. Il a été mis en mission par les Nations Unies. Parce qu'il n'est pas allé là-bas sans
sans mandat des Nations Unies. Bien sûr que la sollicitation est partie des États-Unis, du président des États-Unis, mais on s'est entouré du mandat des Nations Unies pour le faire. Nous suivons de près cette situation en Palestine et nous avons beaucoup de sentiments, beaucoup d'égards pour le peuple palestinien dans ce combat. Et je comprends que vous ayez les larmes aux yeux, mais je pense que si cela est demandé au président Sassou, je pense qu'il a les qualités qu'il faut, les qualités requises pour mener ce dossier, même si peut-être pas que c'est la même situation, mais il y a beaucoup de similitudes dans les conférences, le comportement des différents dirigeants de ces politiques. Mais cependant, madame, regardez bien et lisez bien les signes du temps. Lisez bien les signes du temps. Ce régime-là est voué à la perte. Il est voué à sa fin. Déjà, les contradictions qui naissent au sein de l'administration israélienne autour de cette question sont des signes qui ne trompent pas. Donc, séchez vos larmes. Nous sommes très proches de ce combat. Le président Sassou suit ça régulièrement parce que c'est une question de paix, c'est une question mondiale, c'est une question qui interpelle tout le monde. Et lui, en sa qualité de dirigeant africain, il n'est pas insensible à ce qui se passe là-bas. Elle parlait les larmes aux yeux. Donc, vous voyez, cette femme qui est là-bas aux États-Unis, qui a perçu à travers les mêmes mots, je n'avais pas inventé des mots pour expliquer ce que je vous dis là. Elle a tout de suite compris le rôle joué par le président Sassou et se demandait pourquoi il ne ferait pas la même chose pour la Palestine. Et bon, si nous-mêmes Congolais, bon, mais je suis sûr que les Congolais comprennent et apprécient. Bon, mais il y a Congolais et Congolais, parce qu'il en existe aussi, qui, même quand c'est blanc, ils disent que non, c'est pas blanc, c'est à peu près marron. Non, c'est même pas noir. Bon, au lieu de dire clairement que c'est blanc. Donc, mais je suis sûr que les Congolais seront sensibles à la restitution de cette histoire. Si de temps en temps on réchauffait ça, peut-être que ça ne disparaîtrait pas des mémoires de Congolais parce que je rappelle que c'est un fait historique très important. Absolument. Pour notre pays. Absolument. Maintenant, avec les mêmes mots, Monsieur le ministre, quand vous suivez l'actualité, à Grand Temps, on n'a pas l'habitude de traiter l'actualité, mais quand vous suivez l'actualité aujourd'hui en Afrique du Sud, quel est votre sentiment? Oh. On se sent un peu interpellé quand même. Je l'ai dit à des frères sud-africains avec lesquels j'ai eu le privilège de discuter il y a une semaine. J'avais reçu une délégation sud-africaine ici, dans le cadre de mon ministère pour les activités minières. Et puis on est arrivé à parler, c'était vraiment au moment où ça brûlait encore, c'était la catastrophe. Nous avons discuté et alors à la fin, moi je leur ai dit, écoutez, moi, ayant vu comment le peuple congolais, à travers son président, a soutenu la lutte contre l'apartheid jusqu'à son aboutissement, je peux vous dire que je suis jaloux de la paix et très préoccupé de ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui. Je pensais que, ayant vécu tout ce que vous avez vécu, vous aviez des ressorts nécessaires pour surmonter des situations comme ça. Il me semble que vous cédez à des manipulations qui sont là
mais vous vous éloignez des véritables aspirations du peuple. Et parce que je ne comprends pas, je leur ai dit, hein, franchement, je dis, bon, il paraît que les gens manifestent parce que le président Zuma est en prison. Bon, je pense que le président en place maintenant peut obtenir que le président Zuma fasse un message d'apaisement. Entre autres, il peut obtenir ça, si c'est vrai que c'est ça la cause. Un message du président Zuma, même de la cellule où il est, ne serait pas anodin. Mais j'ai appris qu'à cause de quelques susceptibilités, de quelques égos, de quelques tout ça, cela est même Impossible. impossible. Et pour nous, l'ANC était un très bon exemple en tant qu'organisation politique. Nous qui avons suivi de près la lutte de l'ANC pour la liberté, pour la paix, pour la démocratie. Bon, on a le sentiment qu'après le président Mandela, un peu après l'époque du président Mbeki, finalement, les autres dirigeants se disqualifient. Comment vous pouvez laisser détruire l'Afrique du Sud, un si beau pays, après tout ce que vous avez vécu? Vous n'avez même pas tiré les leçons de l'histoire. On a eu cette discussion la semaine dernière. J'ai dit non, vous devez faire, il faut qu'il y ait un sursaut pour mettre fin à ça. C'est encore possible. Ça se passe à l'intérieur de l'ANC. Même si on dénonce quelques manipulations, d'autres forces, ben, sud-africaines aussi, c'est pas peut-être relayé par, comme toujours, par des forces aussi étrangères, mais là, l'essentiel se passe à l'intérieur de l'ANC. J'ai fait ce message-là, j'ai demandé que, si possible, parce que parmi eux, il y avait des dirigeants de l'ANC dans cette délégation. Des militants, quoi. Des militants. Même il y en a un qui m'a dit qu'il était à la direction. J'ai dit, bon, alors, donc, vraiment, traduisez un peu notre sentiment de désarroi, nous ne comprenons pas. On pouvait s'attendre à tout sauf à ça. Donc, ce qui se passe là, ce n'est pas un bon exemple pour ce que nous pensions, nous tous, des capacités de l'Afrique du Sud, sur tous les plans, à surmonter ces difficultés à l'intérieur de l'ANC. C'est une situation très, très pénible et nous, on se sent un peu interpellé parce que nous nous rappelons, à la lumière de ce qu'on se dit là, comment c'était difficile d'arriver jusque-là, l'indépendance de la Namibie, même entre autres conséquences du protocole de Brazzaville, prélude aux accords de New York, la libération de Mandela, et puis la République arc-en-ciel en Afrique du Sud, la fin de l'apartheid pratiquement. Donc, c'est une situation pénible et j'espère que les frères sud-africains vont avoir un sursaut quand même d'orgueil, se rappeler leur histoire et puis mettre fin à cette tragédie qui est une menace à la paix et à la démocratie. Alors, nous avons une tradition dans cette émission. On demande toujours à l'invité de rendre hommage à un artiste ou musicien. Ah ouais, il y en a encore. Ah bon, enfin. Vivant ou mort? Non, même mort. Ah. Ou un leader politique, hein, Lumumba. Non. Moi, j'ai fait un peu de politique. Comme vous le savez, j'étais membre du comité central du Parti congolais du travail. Et vous ne l'êtes plus? Non. Comme j'étais soldat, j'étais de la force publique. Ah oui, oui, oui.
la conférence nationale et toutes les conséquences. Absolument. Et d'ailleurs, je ne m'en plains pas beaucoup. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Fidel Castro. Ah, Et, alors, oui. voilà, le camarade Fidel Castro. Donc vous le rendrez hommage dans cette émission. Voilà. Et bon, le camarade Nguembi était ambassadeur du Congo à Cuba durant la période où le camarade Fidel Castro est resté malade avant qu'il quitte ce monde. Le camarade Nguembi m'appelait régulièrement pour me donner des nouvelles. Ah, le camarade Fidel aujourd'hui s'est réveillé un peu plus en forme qu'hier. Hein? Ah, bon. Et moi, je recevais ça avec beaucoup de joie. Mais bon. En tout cas, dans la lutte et en politique, c'était le modèle duquel je voulais m'inspirer. Je crois que le blocus est une mesure qui a complètement échoué. Cela ne pouvait être autrement. C'est une mesure dirigée contre la souveraineté des autres pays. Non seulement contre la souveraineté, mais aussi contre les intérêts, les droits vitaux des autres pays. Le gouvernement des États-Unis a eu si peu d'habileté politique qu'il a créé les circonstances qui placent l'Europe occidentale dans la même position que Cuba, qui défend son droit de commercer librement. Il utilise des pressions qu'aucun gouvernement, aucune nation qui se respecte n'acceptera jamais. Le résultat est tout le contraire. Ha hecho coincidir el derecho de todas esas naciones a comerciar con el derecho nuestro también y la aspiración nuestra comercial. Además lo han hecho, infortunadamente, muy poco habilidosamente, utilizando presiones que ningún gobierno, ninguna nación que se respete a sí misma aceptará jamás. Y el resultado es que ha obtenido todo lo contrario. Si quitamos algunos verdaderos... Si nous excluons quelques marionnettes comme Romulo Betancourt, qui, comble du ridicule, menace de ne pas acheter les produits des pays commerçants avec nous, réellement, le reste du monde se moque des menaces des États-Unis. Le reste du monde n'en tient pas compte. Pratiquement tous les pays, à part de très rares exceptions, commercent avec nous. Por países, prácticamente todos los países están comerciando con nosotros, con muy raras excepciones. Si je dois revenir dans le pays, bon, j'ai un mentor, le président Denis Sassou Nguesso. J'ai évolué tout près de lui depuis même un peu avant le mouvement du 5 février 1979. Et après, je suis venu carrément dans son dispositif et puis je ne vous dis pas l'importance et l'énorme quantité d'enseignements que j'ai reçus du président Denis Sassou Nguesso. Et bon, quand vous dites des choses comme ça, il y en a qui vivent ça mal, mais je le dis sans... Mais ils vivent ça mal comment? Ah, il y a surtout vous les journalistes, vous avez toujours des mots du genre fanatique, du genre... Non, quand on apprécie quelqu'un, on l'exprime. Oui. On connaît la société. Oui, bien sûr. Oui. Bon, tu penses que quand je dis comme ça, tout le monde va applaudir. Et tu vas voir dans votre système de communication actuel comment ça sera restitué. Mais je le dis et affirme que le président Denis Sassou Nguesso est mon modèle. Et je suis fier
d'évoluer avec lui comme chef, parce que c'est un chef que tout subordonné rêve d'avoir. Et moi, je suis heureux d'appartenir à ce cercle. Ce mardi, la capitale congolaise abrite la commémoration du 25e anniversaire du protocole de Brazzaville pour la paix en Afrique australe. Initialement prévu le 13 décembre dernier, l'événement a finalement eu lieu ce 11 février 2014 en raison de la mort de Nelson Mandela. À cette occasion, de nombreuses personnalités internationales ont foulé le sol congolais. Mesdames et messieurs, à Brazzaville, ici, il y a un peu plus de 25 ans, fut accompli un événement majeur pour l'Afrique et le monde. Un événement dont les protagonistes d'alors n'eurent pas tort d'en tirer une légitime fierté. Ils avaient gagné la paix. Il y a 25 ans, la capitale congolaise avait eu le privilège d'abriter les négociations tripartites entre Cuba, l'Angola et l'Afrique du Sud sous la médiation des États-Unis. Avant Brazzaville, les négociations ont eu plusieurs étapes, notamment New York, Genève, Le Caire et le Cap-Vert, mais sans trouver d'issue. C'est à Brazzaville que ces négociations historiques furent conclues avec la signature du protocole de Brazzaville sur la paix en Afrique australe. Un jour mémorable, au cours duquel fut en réalité scellé le destin de la nouvelle Afrique australe à travers un acte historique et fondateur. Le protocole de Brazzaville sur la paix en Afrique australe. L'histoire retiendra que le président Denis Sassou Nguesso a fait de la libération de l'Afrique australe et de l'éradication de l'apartheid une priorité durant son mandat à la présidence de l'Organisation de l'Unité africaine qui débuta en 1986. Le protocole de Brazzaville avait notamment montré la voie au retrait des troupes cubaines et sud-africaines d'Angola, la mise en œuvre de la résolution 435 sur le sud-ouest africain et l'indépendance de la Namibie, la fin du régime d'apartheid en Afrique du Sud qui conduira à la nouvelle Afrique du Sud et à la libération de Nelson Mandela. Ce n'est pas nous qui faisons l'histoire, c'est l'histoire qui nous fait. Point de citation. Martin Luther King. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ce soir, je vous dis merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à l'émission Grand Angle, où que vous soyez dans le monde. Pensée du jour. L'histoire donne peu d'exemples des peuples qui tirent les leçons de leur propre histoire. Point de citation. Stéphane Hessel. Chers téléspectateurs, soyons humbles car demain ne nous appartient pas. Au nom de toute l'équipe de Grand Angle, je vous dis une fois encore merci. Merci aussi au ministre d'État Pierre Oba pour sa disponibilité. Au revoir et à la semaine prochaine sur la même antenne, le même jour à la même heure et toujours avec le même plaisir. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien, bonne soirée à tous et bonne suite de programmes sur Télé Congo. Prenez bien soin de vous et des vôtres, car chaque jour est une nouvelle vie. Mesdames, messieurs, n'oubliez surtout pas les gestes barrières contre la Covid-19 édictés par le gouvernement de la République. Faites-vous vacciner, Bobo Senakozama Ngwelete, Nakanisi Toyokani. Ciao, ciao. C'était le protocole de Brazzaville.